Bonjour à tous, on va démarrer ce webinaire sur le potentiel d'intégration des gaz décarbonés. Alors déjà, merci à ceux qui sont déjà connectés, qui étaient à l'heure, et puis je pense que les autres vont pouvoir nous rejoindre en cours de route. Alors moi, je m'appelle Eleta Carlu, je suis directrice de l'Alliance Alice, et je vais animer ce webinaire qui va durer donc de maintenant à 12h15 avec nos différents intervenants. Je vais passer juste... Alors, peut-être quelques petits points pratiques avant de commencer. Vous avez sûrement l'habitude de ça, mais je vous remercie de bien fermer micro et caméra. Normalement, ça doit être fait automatiquement, mais voilà, pour éviter tout bruit de fond. Il y a un temps de questions-réponses qui est prévu après chaque intervention. Donc, vous pouvez pour ça utiliser le chat, mettre un petit mot ou alors lever la main pour intervenir et poser vos questions. Comme d'habitude, on transmettra les présentations à l'issue du webinaire. Voilà. Et si jamais vous avez un petit souci technique, vous avez un numéro qui s'affiche à l'écran. C'est Pauline qui est disponible pour répondre à vos questions. Alors, je vois d'ailleurs qu'il y a une personne qui n'a pas de son. Est-ce que le son fonctionne bien? Oui, le son fonctionne bien de notre côté. Ok, très bien. Super, merci. Merci pour vos réponses. Bon, je vous laisse voir pour gérer ce souci-là. Donc, vous avez Pauline au numéro qui s'affiche en bas de l'écran pour tout problème. Et sinon, vous pouvez envoyer un petit mail à Contact Alice. Voilà. Alors, on rentre dans le cœur du sujet. Donc, pour l'ordre du jour, ce matin, je vais commencer par vous dire un petit mot sur l'Alliance Alice pour ceux qui ne connaissent pas. Puis, je laisserai la parole à Céline Huitric, qui est manager chez Enea Consulting, qui est la société à qui on a confié la réalisation de l'étude sur le potentiel d'intégration des gaz décarbonés. Donc, étude qu'on a menée au sein d'Alice pour nos adhérents en 2021. Et une étude qui a bénéficié d'un soutien particulier de l'ADEME, donc pour laquelle on a décidé de valoriser publiquement finalement les résultats au sein d'une synthèse publique, mais aussi de ce webinaire. Donc Céline vous présentera les principaux enseignements et ensuite on fera intervenir plusieurs industriels qui vont vous présenter des retours d'expérience sur des sujets particuliers de gaz décarboné. Donc on aura Sébastien Caillat de Fifstin qui vous parlera de la combustion d'hydrogène dans des brûleurs et Paul Clément de Leroux et Lotz qui vous parlera de l'utilisation et la valorisation, la production pardon, et la valorisation de différents gaz décarbonés et notamment via la gazéification. Et enfin, on aura Loïc Antoine de l'ADEME qui nous présentera la place des gaz décarbonés dans les scénarios transition 2050 de l'ADEME. Alors, juste un petit mot sur Alice avant de passer la parole. Donc Alice, on est une alliance dédiée à la décarbonation de l'industrie. On a été fondé fin 2018 et finalement notre raison d'être, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs de la décarbonation de l'industrie afin de travailler ensemble et de faire émerger des solutions, des solutions nouvelles finalement pour la décarbonation de l'industrie. La décarbonation de l'industrie et l'amélioration de la performance énergétique sur les sites industriels. On intervient sur les différents leviers de la décarbonation de l'industrie et aujourd'hui, on rassemble plus de 80 membres et partenaires au sein de notre alliance. Et donc, pour nos membres, et je dirais plus largement l'écosystème d'industriels concernés par ces sujets, on va réaliser un certain nombre d'activités qui vont être à la fois des travaux collectifs. Et typiquement, l'étude dont on va vous parler aujourd'hui fait partie de ces travaux collectifs qu'on mène pour nos membres et avec nos membres. On a un deuxième volet qui est la facilitation de l'émergence, je dirais, de projets collaboratifs, de projets d'innovation collaboratifs. Et puis, tout un pan de notre activité qui concerne plutôt l'animation et la valorisation de la filière décarbonation. Et ça passe par des webinaires comme aujourd'hui, ça passe par des congrès sur la décarbonation, etc. Voilà, donc je vais pas en dire plus. Je vais laisser la parole à Céline, Céline Huitric, qui va vous présenter les principaux enseignements de l'étude sur le potentiel d'intégration décarbonée. Et puis, si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à aller télécharger notre synthèse publique qui est disponible sur le site pour creuser un peu le sujet. Voilà, Céline, je te laisse la parole. Merci Elita, bonjour à tous.
Enchantée, heureuse de vous présenter les résultats de cette étude aujourd'hui. Il y aura un petit moment de questions à la fin de mon intervention, donc n'hésitez pas à, voilà, à les garder en tête et à les poser à la fin. On aura des moments de questions comme ça tout le long du webinaire. Donc peut-être pour commencer, pour introduire l'étude et ses objectifs, au final, de quoi parler cette étude. Donc si on peut passer au slide suivant. Voilà. Donc c'est une étude qui s'est centrée sur l'utilisation des gaz décarbonés pour les procédés de combustion en industrie. Donc l'industrie c'est large, il y a beaucoup de procédés, beaucoup d'usages de l'énergie. Donc cette étude est précisément un peu plus concentrée sur la combustion, mais sur tous les secteurs. Et donc on s'est posé des questions sur la maturité de l'utilisation des gaz décarbonés dans ces procédés-là, l'impact sur les performances, quels sont les secteurs industriels où les opportunités seraient les plus grandes. Est-ce qu'il y a des enjeux aussi de compétitivité, des enjeux technico-économiques, des freins, et puis les drivers, le potentiel d'utilisation de ces gaz-là. On a aussi fait quelques zooms sectoriels, notamment sur le secteur de l'acier, le secteur de la terre cuite. Et donc, on y reviendra par la suite, et c'est certaines des thématiques, donc des interventions qui vont suivre sur ce webinaire. La synthèse de cette étude est publique, donc n'hésitez pas à aller la lire plus tard. Elle est disponible sur le site d'Alice. Et donc, pour construire cette étude, ce rapport et cette synthèse, on a eu une méthodologie un peu en deux grandes parties. Une première partie donc, qui a été menée par les équipes d'Enea Consulting sur l'analyse de marché et du développement des gaz décarbonés pour comprendre finalement si je suis un industriel, est-ce que ces gaz décarbonés, j'y ai accès? Quelles sont les perspectives de développement de ces filières gaz? Quels sont les volumes disponibles dans un avenir proche, moyen terme? Donc vraiment l'analyse de la disponibilité des gaz décarbonés pour l'industrie. Et puis en parallèle de ça, dans un deuxième temps, il y a eu toute une analyse plus technique qui a été effectuée donc, par 3 centres techniques, le CETIAT, le CETIM et le CTMNC, sur les enjeux et les opportunités techniques d'utilisation de ces gaz décarbonés dans l'industrie. Et donc cette partie s'est basée en majorité sur des interviews à la fois de développeurs des technologies, donc des brûleurs adaptés à l'hydrogène par exemple ou au biogaz, et puis à la fois des interviews d'industriels pour prendre des exemples concrets d'utilisation dans l'industrie et leur retour d'expérience de ces utilisations. Et donc avec tout ça, on a pu faire une analyse, identifier les opportunités et les secteurs prioritaires qui pourraient utiliser ces gaz décarbonés. Et donc, on parle de gaz décarbonés, peut-être pour vous donner une définition, si on continue, voilà. Donc, sur les gaz qui ont été regardés dans cette étude. Donc, vous avez ici à gauche un schéma des différentes voies de production de ce qu'on appelle les gaz décarbonés, donc, qui peuvent avoir différentes dénominations suivant leur mode de production. Soit ils peuvent être renouvelables quand ils sont issus de ressources renouvelables ou bas carbone. Donc, on a regardé à la fois le biogaz et le biométhane, donc qui sont issus de méthanisation de biodéchets, de déchets organiques. On s'est intéressé aussi au syngaz, qui est lui issu de gazéification, notamment de déchets et de bois. On a regardé la combinaison du syngaz, la purification du syngaz ou sa combinaison avec de l'hydrogène pour faire du méthane de synthèse. Donc c'est la même molécule que le gaz qu'on trouve dans les réseaux de gaz, mais qui est produit synthétiquement et qui n'est donc pas produit issu de ressources fossiles. On a bien évidemment regardé l'hydrogène, produit soit donc de façon décarbonée, donc soit par électrolyse de l'eau avec de l'électricité décarbonée, soit par gazéification de charbon ou par réformage de gaz naturel, mais avec capture de carbone. Donc, les différentes voies de production d'hydrogène. Et donc, voilà nos catégories de gaz décarbonés qui ont été donc regardées dans l'étude, surtout donc, sous deux angles. Comme je le disais avant, l'angle développement, volume, donc c'est là où on a vraiment regardé ces différentes filières de production. Et après, sur l'angle utilisation, finalement, quelle que soit la source de l'hydrogène, ça reste des molécules, la même molécule. Donc, sur la partie utilisation en industrie, finalement, la voie de production importe peu, si ce n'est bien sûr, évidemment, l'empreinte carbone du gaz. Donc voilà, en petite introduction. Ce que vous trouverez aussi dans la synthèse et dans l'étude, c'est les différentes caractéristiques de ces gaz renouvelables, puisque finalement, des gaz décarbonés,
ils peuvent être utilisés pour remplacer le gaz naturel, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques, que ce soit en termes de composition chimique. Le gaz naturel, c'est principalement du CH4, donc du méthane. Ici, on va avoir parfois un mélange qui ne contient pas que du CH4, et puis bien sûr, l'hydrogène, c'est un autre type de gaz, avec des gaz qui ont aussi des pouvoirs calorifiques, donc des PCI différents, et ça va avoir un impact important sur les performances et sur le dimensionnement aussi des chaudières, des brûleurs, des équipements industriels. On va avoir bien sûr différentes voies de production et donc différents facteurs d'émission également en fonction de la ressource primaire qui a servi à produire ces gaz décarbonés. On distingue aussi les gaz qu'on appelle de réseau et les gaz hors réseau. J'y reviendrai par la suite. Ce qu'on appelle gaz de réseau, c'est donc les gaz qu'on va pouvoir injecter sur le réseau et qui vont, du coup, du point de vue industriel, ne pas avoir moins d'enjeux techniques puisque finalement, on continue de s'approvisionner sur le réseau et on achète des garanties d'origine de ces gaz-là. Donc sur la partie étude de marché, ici vous pouvez voir un graphique qui montre les volumes disponibles de ces différents gaz suivant différents scénarios prospectifs. Donc on a en bleu foncé en 2020 les volumes donc, actuels de production de ces gaz décarbonés. On a en orange un peu pâle les objectifs nationaux, donc les différents plans nationaux de développement des énergétiques ou des gaz décarbonés plus spécifiquement. On a aussi intégré les résultats de l'étude qui avait été menée il y a quelques années, l'étude 100% gaz renouvelable, qui avait regardé quelle pourrait être la place des gaz renouvelables justement dans l'économie et l'industrie. Et puis on a ajouté en jaune les scénarios de l'ADEME qui ont été publiés donc très récemment et sur lesquels donc on va revenir après, on a une intervention spécifique à ce sujet. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que suivant ces différents scénarios, finalement, tous les gaz auront plus ou moins une place à jouer. Le biogaz, biométhane, aura une place prépondérante à l'avenir. Donc, vous avez le biométhane au milieu. Vous voyez les volumes qui sont assez importants. Sur l'hydrogène aussi, des volumes qui vont aller en grandissant, en particulier dans les scénarios de l'ADEME. Mais avec une incertitude, si vous voyez la barre hachurée donne la différence entre les valeurs minimales et les maximales entre les différents scénarios qu'on peut avoir dans ces études. Et on voit que sur l'hydrogène, il y a une certaine incertitude, grosse incertitude aussi sur tout ce qui est power to gas, syngaz, méthanation, méthane de synthèse, où ici on va avoir également une grande différence entre le min et le maximum, puisque c'est des filières moins matures, et donc c'est plus difficile de se projeter sur leur intégration future. Donc ça, c'était pour donner des éléments de qu'est-ce qui serait disponible à moyen long terme. Et puis bon, pour soutenir ça aussi, on a analysé finalement qu'est-ce qui... donc ça, c'était chiffré et qualitatif, mais en termes de quantitatif, pardon, en termes de qualitatif aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de prise en compte de ces gaz décarbonés dans les différents plans nationaux, les projections et aussi les plans des filières industrielles. Donc si on regarde d'abord sur tout ce qui est national, donc dans la PPE par exemple, 41% de la consommation énergétique industrielle au gaz en 2028 contre 36% en 2016. Si on regarde la SNBC également, les gaz décarbonés sont évoqués comme des solutions de substitution aux combustibles fossiles. La valorisation des déchets aussi passera par la valorisation via les gaz décarbonés. Et puis, selon les scénarios de l'ADEME, entre 206 et 373 TWh qui seront consommés par l'industrie en 2050. Donc ça, c'est sur les plans et projections plutôt au niveau national. Et puis, si on regarde au niveau des filières industrielles, on a aussi un certain nombre de groupements d'industries qui projettent aussi l'utilisation des gaz décarbonés. Donc, par exemple, l'industrie chimique qui a identifié l'hydrogène bas carbone comme premier levier activé dans sa feuille de route décarbonation. On a l'industrie agroalimentaire également qui place le biogaz parmi les solutions de transition phares pour son industrie. La filière terre cuite qui mentionne le biogaz et qui a commencé à travailler, donc certains de ces industriels, sur l'intégration du biogaz dans leurs procédés. Et puis aussi l'industrie de la sidérurgie qui compte entre autres sur l'hydrogène pour décarboner. C'est un secteur très intensif qui a besoin de trouver des solutions fortes pour se décarboner. Donc ça, c'est le côté offre, en fait, quand on est un industriel, c'est ce qui va ressortir, ce qui va driver le développement des volumes de gaz décarbonés qui pourront être accessibles à court, moyen et long terme. Mais finalement, quand on est industriel, on va se poser aussi d'autres questions. Certes, il faut avoir des volumes disponibles de gaz décarboné et des solutions alternatives au gaz naturel, mais il va y avoir aussi d'autres questions potentiellement plus techniques qui vont intéresser les industriels. Et donc, c'est toute une analyse aussi qui a été faite dans l'étude de regarder gaz par gaz, finalement, selon un certain nombre de critères,
quelles sont les forces et faiblesses de chacun de ces gaz. Donc, bien sûr, on a regardé l'empreinte carbone de ces gaz décarbonés vis-à-vis du gaz naturel, la disponibilité des volumes, j'en parlais. On a regardé aussi tout ce qui concerne la stabilité et la composition des volumes livrés sur certains gaz, par exemple les gaz issus de déchets, en fonction des sources de déchets, des quantités et des typologies de déchets, le gaz peut avoir une composition qui varie un petit peu en fonction du temps, comparé par exemple au biométhane qui lui va être épuré et mis au spec et qui va être toujours de la même qualité. Donc ça va être une petite différence entre certains de ces gaz-là. On a regardé évidemment aussi la compétitivité économique, donc le prix actuel et futur de ces différents gaz pour un industriel. Et puis enfin, tout ce qui concerne la facilité d'intégration, l'impact sur le process, les modifications nécessaires, est-ce qu'il faut changer juste les brûleurs ou est-ce qu'il faut complètement revoir le procédé. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, ces différents gaz ont différentes forces et faiblesses, entre guillemets, et vont être plus ou moins adaptés en fonction des enjeux de l'industriel, de ses besoins, de ses procédés. Et donc, tout ça, on n'a pas le temps de le détailler aujourd'hui, mais il y a toute une analyse qui est faite sur finalement quel gaz pour quel usage. Et si on résume du coup en quelques mots cette analyse, finalement, on peut un peu séparer les gaz décarbonés en deux grandes catégories, ce que je commençais un petit peu à mentionner tout à l'heure. On a donc ici en haut le biométhane, le méthane de synthèse et l'hydrogène qu'on va qualifier d'injectés, qui sont trois types de gaz dont les filières ont pour objectif de les injecter dans le réseau. Donc ça veut dire qu'ici, c'est au niveau de la zone de production, on va purifier, mettre ces gaz aux spécificités du réseau, les injecter. Et donc quand on est un industriel, on va continuer à s'approvisionner sur le réseau et on va acheter des garanties, on va acheter des garanties d'origine ou un autre type de mécanisme qui va peut-être se développer aussi pour l'hydrogène, qui existe aujourd'hui pour le biométhane. Et donc d'un point de vue technique, il n'y a pas d'enjeu technique puisqu'on continue. Le gaz qu'on achète, c'est toujours physiquement le gaz du réseau, qui est toujours aux mêmes conditions, la même composition et toutes les mêmes caractéristiques techniques. Donc, il n'y aura pas d'impact sur le procédé. C'est juste une question d'achat, de supply de l'énergie avec un contrat de gaz vert décarboné. À côté de ça, donc on a le biogaz, l'hydrogène qu'on va qualifier de local et le syngaz, qui sont eux des gaz qui ne peuvent pas être injectés sur le réseau, puisque ce sont pour le biogaz et le syngaz, par exemple, des mélanges de gaz qui ne sont pas que composés de méthane. Et donc, ici, on va avoir plus d'enjeux techniques qui vont nous poser question parce qu'on ne va pas avoir la même composition que le gaz naturel de réseau. Et donc, il peut y avoir des impacts en termes de polluants, par exemple, ou de dimensionnement des brûleurs parce que le PCI, le pouvoir calorifique, ne va pas être le même. L'avantage, par contre, côté approvisionnement, c'est que tous les gaz de réseau vont faire face à une forte demande. C'est une ressource qui va être potentiellement moins locale, du coup, puisqu'elle va être injectée à un point du réseau et on va soutirer à un autre point du réseau. Par rapport au biogaz, hydrogène produit localement et au syngaz qui, eux, vont pouvoir faire l'objet de contrats d'approvisionnement locaux où on sécurise directement des volumes avec potentiellement le producteur et on va pouvoir tracer l'origine de ces gaz-là et donc s'approvisionner localement dans une ressource énergétique produite vraiment juste à côté du site industriel. Donc ça, c'est pour différencier en termes de différents types de gaz. Et bien sûr, le choix de ces gaz va aussi dépendre de l'application qu'on en fait, des secteurs industriels. Et donc là, nous, bien sûr, il y a beaucoup de secteurs, beaucoup d'applications dans l'industrie. Donc on a fait quelques zooms dans cette étude. Sur les applications, on a regardé donc, les chaudières versus les fours. Quels seraient les meilleurs gaz pour ces deux types d'applications. Et finalement, ce qu'on a pu trouver, c'est que sur les chaudières, tout va dépendre si on a des chaudières eau chaude ou vapeur, puisque sur les chaudières où on produit de l'eau chaude, on va avoir beaucoup d'alternatives décarbonées au gaz décarboné, donc par exemple l'électrification. Et Alice a fait un webinaire il y a quelques temps sur l'électrification des procédés dans l'industrie. Et donc, on voit que sur ce type d'application, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner. Par contre, sur les chaudières vapeur, on va potentiellement avoir, et haute température, on va potentiellement avoir moins d'alternatives. Sur l'eau chaude aussi, par exemple, on peut avoir de la géothermie, du solaire, voilà, des productions de la production de chaleur basse température. On a beaucoup plus de solutions, alors que sur la vapeur, finalement, on a moins d'alternatives et donc les gaz renouvelables, les gaz décarbonés pourraient avoir une plus grande place à jouer dans le futur de la décarbonation de l'industrie. Et pour ce qui est des fours, finalement,
la pertinence des différents types de gaz va énormément dépendre des fours qu'on considère. Est-ce que dans ces fours, il y a une mise au contact entre les gaz de combustion et les produits, par exemple? S'il y a une mise en contact, on ne va pas pouvoir utiliser du syngaz ou du biogaz parce qu'on a un risque de contamination du produit, par exemple, et de dégrader la qualité visuelle, la couleur du produit, par exemple. Donc, on va plutôt utiliser des gaz type gaz de réseau, donc gaz biométhane ou hydrogène, méthane de synthèse. Ça va dépendre aussi, donc ça c'est un des sujets, hein, la mise en contact ou non avec les produits, mais il y a aussi la puissance du four, la taille du four, etc. Plusieurs comme ça, questions qui vont orienter vers un gaz ou un autre gaz. Donc ça, c'est en termes d'application. On a aussi fait 2 focus sectoriels, comme je le disais au début, un sur la terre cuite, où ici on voit qu'il y a un intérêt fort des gaz décarbonés pour tout ce qui est usage de séchage et de four. Un intérêt du biogaz et du gaz donc du syngaz, gaz de synthèse pour les fours de briqueterie, mais le biométhane, méthane de synthèse plus approprié pour les tuileries, pour la raison que je mentionnais juste avant, qui est que les tuiles ont besoin d'avoir un aspect physique uniforme parce qu'elles sont visibles de l'extérieur, alors que les briques sont recouvertes. Donc, on peut utiliser du biogaz et du syngaz, il y aura moins d'impact sur si la qualité visuelle du produit change. Et puis, le dernier secteur qu'on a regardé, qui est donc la sidérurgie, où ici, il y a beaucoup d'opportunités aussi d'utilisation des gaz décarbonés, l'hydrogène, et puis aussi de récupération de gaz, des opportunités qui sont déjà valorisées sur la récupération des gaz au fourneau, par exemple. Donc voilà, en quelques mots, un résumé très rapide de cette étude. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Merci beaucoup, Céline. Tu es parfaitement dans le timing. C'était bien calculé. Alors, on n'a pas de questions pour le moment. Du coup, peut-être pour introduire un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a orienté votre choix sur les applications et les secteurs que vous avez approfondis dans l'étude? On ne pouvait pas tout regarder, donc vous avez un peu priorisé. Est-ce que tu peux nous donner des éléments là-dessus? Alors, tout à fait. Donc, on a voulu, je vais commencer par les secteurs, on a voulu regarder les secteurs déjà qui avaient un fort enjeu de décarbonation et sur lesquels on pourrait plus facilement trouver des retours d'expérience d'utilisation déjà de ces gaz décarbonés. Et on savait qu'il y avait déjà des retours d'expérience, notamment dans le secteur de la terre cuite. Donc, c'était et le secteur de la sidérurgie aussi a de gros enjeux de décarbonation et aura besoin des gaz décarbonés, et notamment de l'hydrogène. Donc, on savait que c'était sur des secteurs sur lesquels voilà, il y aurait des choses intéressantes à dire, si je peux me permettre, et des secteurs pour qui c'est un enjeu vraiment important à court terme. Et comme on s'était focalisé sur ces secteurs-là qui ont des procédés assez particuliers, voilà, des fours particuliers, et puis pour la sidérurgie, c'est encore une autre question, et des procédés vraiment uniques à ce secteur-là, on a voulu lui focaliser au niveau des applications chaudières et fours, en se disant que là, on toucherait aussi un peu, pas tout le reste, mais quasiment tout le reste des secteurs industriels, en donnant des conclusions aussi sur tout ce qui est production d'eau chaude, de vapeur et fours, pour pouvoir aussi toucher les autres secteurs. Très bien. Merci. Bon, on n'a pas d'autres questions, donc on va tout de suite passer la main à Sébastien Caillat. Et puis, Céline, on te retrouve pour la conclusion de ce webinaire. Merci. Merci. Alors, Sébastien, Sébastien Caillat, vous êtes expert combustion chez Fifstin. Et si j'arrive à avancer le support, vous allez nous parler justement de l'utilisation d'hydrogène comme combustible, hein, et notamment dans la sidérurgie. Je vous laisse la main. Oui, bonjour à tous. Merci de cette invitation à participer à ce webinaire. Donc oui, on m'a demandé de présenter un peu notre retour d'expérience, nous, sur l'utilisation d'hydrogène dans la métallurgie. Donc je veux bien qu'on passe au transparent suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc là, juste pour replacer dans le contexte, hein, donc nous, on est fournisseur d'équipements pour la métallurgie, donc pas sur la partie production de l'acier, mais sur la partie traitement de l'acier. Donc on fait des fours de réchauffage, comme la photo qu'il y a sur mon dos, et des lignes de recuit continu et de galvanisation. Donc c'est la partie de traitement de l'acier pour pouvoir après l'utiliser, le transformer, le souder, faire de l'emboutissage, etc.
La plus grosse partie de production de gaz à effet de serre vient de la partie production de l'acier, mais la partie traitement n'est pas négligeable, d'où nos efforts pour essayer de réduire les émissions de CO2 de nos installations, de celles qu'on fournit à nos clients. Donc rapidement, l'acier, c'est environ 7% des émissions globales de gaz à effet de serre au niveau mondial, donc c'est quand même énorme. L'évolution, on la connaît tous, hein, il y a des accidents liés à l'histoire, le dernier c'est le Covid, mais la petite marche descendante qu'on a pu observer là en 2020-2021, elle est en train de remonter avec une reprise de l'activité un peu partout dans le monde. Je veux bien le transparence suivant, s'il vous plaît. Alors là, un facteur qui est important et qui pousse nos clients à se tourner vers nous pour nous demander si on a des solutions de diminution des émissions de CO2, donc par l'utilisation notamment d'hydrogène, mais pas seulement, eh bien, elle vient de plusieurs facteurs que je pense que vous connaissez déjà. Mais un facteur important, outre le prix des énergies, c'est le prix de la pénalité des émissions de CO2. Donc à gauche, vous avez une estimation en fait, des zones géographiques dans le monde qui ont déjà implémenté ou qui sont en train d'implémenter des schémas d'échange de quotas de gaz à émission de gaz à effet de serre, pardon, dont le CO2. Et ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, en fait, ça couvre plus de 21% des émissions industrielles globales, donc ce qui commence à être non négligeable. En Europe, ça avait démarré depuis plusieurs années. À droite, vous avez le coût de la tonne de CO2 en Europe, et vous voyez que pendant plus de 10 ans, en fait, c'était très très bas et plutôt plat. En fait, c'était assez mort comme marché. Il n'y avait pas vraiment d'évolution. Et ça n'exerçait pas une pression très importante donc sur l'industrie pour faire des efforts significatifs de réduction. Par contre, on peut voir sur le graphe, à partir de 2018, petit à petit, on voit qu'il y a une influence relativement, enfin un poids financier qui commence à être significatif. Et si on suit la tendance, vous voyez que même si il y a quelques rebonds, on voit que clairement, là, on a joyeusement déplacé les 80 € de la tonne de CO2 émise et qu'il n'y a pas trop de raison que ça baisse, ça va plutôt aller en s'amplifiant. Et tout ça, ça a changé considérablement la donne donc, ces dernières années. Autant en 2017-2018, les clients étaient vraiment très peu à l'écoute de ce genre de pression sur les émissions de CO2. Là maintenant, dès qu'on tape dans le porte-monnaie, ça a un effet beaucoup plus significatif. Donc nous, vraiment, on a senti une évolution là, depuis ces dernières années. Le suivant, s'il vous plaît. Donc juste pour revenir sur le métier de FIVSTIN, donc on fait partie du groupe FIV qui fait différents éléments. Nous, FIVSTIN, on est centré sur les deux photos que vous voyez. Donc d'une part, les fours de réchauffage en fait. En résumé, c'est une fois que vous avez la coulée continue à gauche, donc vous fabriquez l'acier. Là où vous émettez beaucoup de CO2 si vous utilisez du charbon, d'où des nouvelles voies avec ce qu'on appelle le DRI, donc utilise de l'hydrogène. Donc ça permettrait de réduire considérablement les émissions de CO2 du secteur parce que c'est responsable de 70% à peu près des émissions. Donc nous, on intervient après, en fait, une fois que les brames ont été produites, il faut soit les réchauffer, soit on les réchauffe à partir d'un produit froid, soit on arrive à les récupérer assez rapidement après la coulée continue, donc elles sont encore tièdes, on va dire, et on les monte environ, selon les nuances d'acier, à 1250 degrés pour pouvoir faire du laminage à chaud. Et donc l'idée, c'est que la brame qui fait à peu près 20-30 cm d'épaisseur, et parfois jusqu'à 12 mètres de long, qu'on puisse la réduire en épaisseur pour descendre au millimètre, voire en dessous du millimètre. Et donc, ça nous fait des bobines en fait, d'acier qui font à peu près 3-4 km de long et une vingtaine de tonnes. Et ces bobines d'acier, pour leur rendre des propriétés élastiques intéressantes, notamment pour l'emboutissage ou pour l'utilisation dans différents domaines, il faut faire du recuit, c'est-à-dire remonter cette bande à peu près 950-1000 degrés selon les nuances, faire une trempe, éventuellement galvanisé en trempant dans un bain de zinc, éventuellement mélangé avec d'autres métaux, et ensuite enrouler la bobine pour l'envoyer donc vers les différents clients selon le type d'utilisation. Donc voilà, donc cette partie four de recuit continu contient aussi un endroit où il faut chauffer la bande, donc la passer de température ambiante à peu près 1000 degrés, et ça c'est assez consommateur d'énergie. Donc on est
Pour les deux types d'installations, les plus petites puissances consommées, ça va être dans les 20 mégawatts et ça peut monter jusqu'à 200 mégawatts. Donc ça fait des quantités de gaz assez importantes. Je veux bien le transparent suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc les combustibles qu'on utilise le plus souvent, bah, c'est soit le gaz naturel, plutôt en Europe, et sinon c'est un peu partout dans le monde, et surtout évidemment, enfin essentiellement sur les sites intégrés. Donc quand il y a la production de l'acier, bon, on va récupérer, hein, comme ça a été cité tout à l'heure, les gaz résiduels donc des hauts fourneaux et de la coquerie. Et donc ça va avoir, enfin le gaz qu'on va utiliser s'appelle donc coke oven gas, donc. Et souvent, on trouvera l'acronyme COG. Et donc, ce gaz-là peut contenir jusqu'à 60% d'hydrogène, en fait, avec du méthane, du CO, quelques hydrocarbones un peu plus longs, et puis après des gaz inertes, en fait. Et donc, ça veut dire que ça, c'est un gaz qui est valorisé, en fait, depuis, on pourrait dire, plus de 100 ans, en fait. C'est un résidu qui est de la fabrication de l'acier. Donc ce gaz-là, donc avec cette haute teneur d'hydrogène, on est relativement familier avec ce type de gaz, et tout ça pour nous dire qu'on est familier à l'utilisation d'un gaz qui contient de l'hydrogène, en fait. Alors là, on dépasse pas les 60%. Je vais y revenir. Les questions sont plus au-delà de 60% en fait qu'en dessous. Donc là, j'essaie de vous mettre un graphe pour illustrer un peu donc nos réflexions sur nos fours. Donc nos fours, typiquement, on fait des gaz chauds qui vont réchauffer, grâce aux flammes, ça va réchauffer les parois du four, et les gaz plus les parois du four vont réchauffer sur les produits à chauffer, qui dans le cas des fours de réchauffage vont rester 1 heure, 1 heure et demie dans le four pour ressortir à la bonne température. Donc ce qui est important pour nous pour le dimensionnement des fours, c'est les débits évidemment d'air et de gaz qui rentrent, et le volume de la chambre, et le volume des échangeurs en sortie pour récupérer la chaleur des fumées, dimensionné en fonction de ce volume de gaz, en fait. Donc là, ce que j'ai voulu représenter, en fait, c'est en fonction, donc sur la ligne du bas, en fonction de la quantité d'hydrogène dans un mélange avec du gaz naturel, quel sera l'impact, en fait, de cet ajout d'hydrogène sur les différents volumes présents dans le four. Donc ce que vous pouvez voir en haut à gauche, donc entre les 11 et 12 000 là, donc vous avez le débit d'air et le débit de fumée donc qui est généré. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que ce débit d'air, vous voyez, il diminue un tout petit peu quand on rajoute de l'hydrogène dans le combustible pour avoir la même puissance thermique dégagée. Mais vous voyez que ça ne varie pas énormément, en fait. Jusqu'à 50%, on a une légère baisse. Et si on pousse le graphe à droite jusqu'à 100%, bon, on a un peu diminué le volume, mais globalement, vous voyez que ce n'est pas une révolution par rapport au débit de fumée qui sont générés non plus, et d'air. Donc ça n'entraîne pas de grosses modifications de ce côté-là. Donc le foyer peut être le même, on peut changer de combustible et passer normalement tranquillement d'un combustible à un autre, enfin en tout cas en mélange, en proportion. Alors pourquoi je parle en proportion et pas uniquement gaz naturel comparé à l'hydrogène? Tout simplement parce que les puissances là, que je vous citais, entre 20 et 200 mégawatts, pour l'instant on n'a pas ou peu de clients qui sont capables d'investir suffisamment d'un seul coup pour pouvoir remplacer la totalité de leur combustible par de l'hydrogène. Soit acheter des hydrolyseurs, soit faire un contrat à long terme avec un fournisseur d'énergie. Pour l'instant, on ne voit pas trop ces schémas-là, sauf cas particulier. Donc, on est plutôt dans une introduction progressive, en fait. Donc, par exemple, de clients qui souhaitent acheter une batterie d'hydrolyseurs ou 1 ou 2 hydrolyseurs selon leur puissance, pour pouvoir commencer déjà à réduire leur impact en termes d'émissions de CO2, se familiariser avec l'introduction d'hydrogène, l'installation éventuellement sur leur site d'une façon modulable, et après d'y aller progressivement et d'investir, de faire un investissement sur plusieurs années. Donc voilà la démarche. Donc nous, on est plutôt sur une logique de mélange. Je veux bien revenir juste sur le transparent sur lequel j'étais. Non, en arrière, en arrière. Merci. Donc là, la courbe que vous voyez en espèce de rouge en bas, là, rouge-violet, en fait, c'est la quantité de combustible. Et là, c'est peut-être pas flagrant sur le graphe, mais on peut voir qu'elle est multipliée par 3,4 en fait, entre le moment où on est en gaz naturel et le moment où on est en hydrogène.
Donc là, vous vous doutez que l'impact sur les brûleurs là, est significatif en fait. Vous devez envoyer plus de 3 fois le même volume si vous passez de 0% d'hydrogène à 100% d'hydrogène dans le combustible. Donc ça, ça veut bien dire que sur les brûleurs actuels, en fait, on peut aller généralement, en tout cas nous sur nos brûleurs, on peut aller facilement jusqu'à 50-60% sans souci. Au-delà, ça demande des développements spécifiques en fait. Donc soit des modifications sur les brûleurs existants, soit sur les nouveaux brûleurs dont on conçoit nos brûleurs. Là, on est en train de faire des tests pour qu'on soit capable d'aller donc de 0 à jusqu'à 100% avec le même brûleur, mais c'est un peu plus compliqué. Donc là, je veux bien le transparent suivant, s'il vous plaît. Merci. Un autre graphe, et je surveille le temps, sinon je suis trop bavard. Ici, c'est l'impact de l'ajout d'oxygène dans le mélange, en fait. Alors pourquoi? Parce que jusqu'à présent, l'oxygène est relativement cher, surtout pour utiliser dans les installations de combustion, soit dans les cas particuliers du verre, par exemple, où on en a besoin. Et là, dans nos applications, on n'a pas vraiment besoin d'enrichir en oxygène. Sauf que si vous commencez à hydrolyser des quantités massives d'eau, vous allez avoir, en plus de l'hydrogène, vous allez avoir un déchet, entre guillemets, qui va être de l'oxygène. Et cet oxygène, ça peut être intéressant de le valoriser, notamment dans les installations de combustion. Donc, si vous le mélangez à l'air ou vous remplacez l'air par cet oxygène, on voit que les volumes, en fait, cette fois-ci, dans ce que je représentais, les mêmes couleurs, hein, c'est les volumes d'air et de fumée. Vous voyez que ça va être diminué par 5. Donc tout ça pour vous dire que de faibles quantités, oui, c'est facilement valorisable dans une installation. De grosses quantités, ça demande une modification plus importante de l'installation. En fait, ça ne sera pas juste du plug and play, on branche et on remplace et on valorise l'hydrogène et l'oxygène. Sur l'oxygène, il faut être plus prudent et ça demande des études complémentaires. Voilà, je veux bien aller au suivant, s'il vous plaît. Donc nous, par rapport aux demandes, on a des demandes d'un peu partout dans le monde sur est-ce qu'on peut mettre de l'hydrogène dans les installations existantes des clients ou sur les nouveaux projets? Donc la réponse est oui, on peut le faire. Là où ça bloque en fait, et ce qui fait que le projet est réalisable ou pas, c'est d'une part, est-ce qu'il y a les capacités de production sur place ou pas très loin, en tout cas une distance raisonnable pour amener l'hydrogène sur place? Et surtout, quelle sera la pénalité en termes de CO2 de cet hydrogène? Parce que j'ai mis quelques exemples de production quand on a de l'électricité, en fait, quelle est la quantité de CO2 émise par kilowattheure. Et selon qu'on est en Norvège, au Québec, en France ou en Pologne, vous savez que la façon de faire l'électricité n'est pas du tout la même. Et donc, de l'hydrogène, entre guillemets, vert, donc fait à partir d'électricité, si cette électricité est faite à 500 km avec du charbon, le cercle ne sera pas trop vertueux et ce ne sera pas vraiment vert tout ça, donc ça n'aura pas trop d'intérêt. Voilà, donc dans les facteurs influençants, c'est ce que j'ai mis à droite, hein, il y a le prix du gaz nat avec des prédictions ici qui sont sorties d'un chapeau et connaissant les cours en 2020, ces prédictions sont complètement plus bonnes, surtout avec la guerre en Ukraine, ça n'a pas du tout aidé. Le prix du mégawatt d'hydrogène qui est en train de baisser doucement, mais quand même assez doucement. Par contre, ce qui va dans le bon sens pour basculer vers l'hydrogène, c'est la pénalité en émissions de CO2, bien évidemment. Et donc, au total, ce que j'ai essayé de mettre à droite, en fait, c'est une estimation du surcoût par tonne d'acier produite, en fait. Donc, aujourd'hui, on serait aux environs de 55 € la tonne par tonne d'acier traité, ce qui est absorbable aujourd'hui déjà pour des produits à haute valeur ajoutée, par exemple des voitures haut de gamme où il y a une tonne ou deux d'acier, rajouter 50 € sur la tonne, c'est absolument pas significatif, donc c'est déjà réalisable. Sur d'autres produits où il y a beaucoup moins de valeur ajoutée, ça devient plus compliqué. Donc il y a différents facteurs à prendre en compte. Et je veux bien le transparence suivant, s'il vous plaît. Donc nous, vous l'avez compris, notre stratégie, c'est de développer des installations qui soient capables d'utiliser entre maintenant le combustible actuel et d'aller jusqu'à 100%, mais progressivement, étalé sur quelques années en fait, soit si nécessaire en changeant quelques brûleurs. Et y aller petit à petit, ou en changeant tous les brûleurs pour qu'ils soient prêts, ou en mettant sur des nouvelles installations des brûleurs prêts pour aller jusqu'à 100% d'hydrogène dans quelques années quand les fournisseurs, nos clients seront capables d'avoir les quantités d'hydrogène disponibles, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, sauf, comme je vous disais, cas particulier. Donc on a quelques projets en discussion, certains qui vont peut-être démarrer cette année, ou peut-être un four, on sera capable d'aller jusqu'à 100% d'hydrogène, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait.
Voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions. Et juste en complément, je voulais vous signaler, mais vous avez déjà dû recevoir l'information sur la lettre d'Alice. Le 13 octobre prochain, en fait, il y a une journée organisée par la Fondation de recherche internationale sur les flammes. Donc, le comité français organise ça. Donc, ça sera à côté de Paris, dans le campus d'Air Liquide. Et on a invité pas mal de gens intervenant dans le domaine de la combustion industrielle qui ont justement des retours d'expérience intéressants donc, sur l'utilisation d'hydrogène dans tous les secteurs. Et on va terminer par une table ronde sur les aspects sécurité, en fait, qui est aussi un aspect important sur l'utilisation de ce combustible. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Sébastien. Alors effectivement, Alice est partenaire de cette journée, donc on vous invite à vous inscrire nombreux. Alors on avait une main levée mais qui a disparu, donc je me dis que c'était peut-être une erreur. On n'a pas forcément... Est-ce qu'on a une question dans le chat? Non, c'est vous Sébastien qui avez mis le lien. Peut-être juste une question Sébastien. Vous avez évoqué quelques projets en cours et des difficultés, notamment quand on parle d'utiliser 100% d'hydrogène. Est-ce que vous avez déjà des pilotes qui tournent chez certains clients industriels? Alors, il y a eu comme on dit, des one-shots qui ont été faits, alors pas par nous. Mais là, pour l'instant, non, on n'a pas de pilote qui tourne chez les clients. Notre brûleur pilote, là, on l'a monté sur le banc d'essai, on devrait faire les essais en septembre. Par contre, il y a eu beaucoup d'appels d'offres au niveau français, européen. Et il y a des réponses qui sont en train de tomber, en fait. Donc là, dans les mois qui suivent, on saura si ces projets sont financés. Et donc, on aura peut-être des pilotes qui seront en cours de démarrage, de conception et d'installation là, dans les 2 années qui suivent. En fait, on est assez confiant là-dessus. Notamment un dont la réponse devrait être cette semaine, mais je n'ai pas encore la réponse, donc je ne peux rien dire. On aurait presque pu l'annoncer. Exactement, mais malheureusement, je ne peux pas encore. Ça serait pour la journée hydrogène alors. Voilà. Merci beaucoup Sébastien. Merci. On est à peu près bon dans le timing, donc on va tout de suite passer à la présentation suivante. Et puis voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez mettre des questions dans le chat et les intervenants peuvent vous répondre directement dans le chat. Voilà. Alors, je passe le... Hop, j'avance et oui, c'est les questions. Voilà, Paul. Donc, Paul Clément, vous êtes directeur commercial chez Leroux et Lotz et vous allez nous présenter justement quelques pilotes sur lesquels vous travaillez sur différents types de gaz décarbonés, notamment parlons un peu de gazéification. Voilà. Donc, je vous laisse la main. Bonjour à tous, merci de effectivement nous permettre de présenter les technologies, certaines déjà matures, hein, parce qu'on a des projets qui sont en service depuis un petit moment et puis d'autres en développement. Donc si on peut passer à la slide d'après. Donc nous, on est présent dans la décarbonation finalement depuis 35 ans, parce qu'on travaille dans l'incinération, en fournissant des chaudières sur l'incinération depuis 35 ans. Donc principalement sur des technologies de combustion à l'origine, sur des technologies gris ou fluidisées, et pour valoriser principalement donc, du déchet, de l'ordure ménagère ou de la biomasse. Donc aujourd'hui, on a à peu près 90 collaborateurs et pour des utilisations et des valorisations énergétiques finales, aussi bien en cogénération qu'en process industriel, qu'en chauffage urbain. Voilà, et on fait à peu près aujourd'hui 30% de notre activité sur le revamping d'installation, soit d'incinération parce que le combustible évolue, ou on recherche des performances un peu plus accrues, aussi bien en termes de disponibilité que de performance que d'émissions, que sur des transitions d'installation ou de chaudière charbon sur lequel le client souhaite se passer du charbon et petit à petit la transférer vers un combustible non fossile pour limiter son empreinte carbone. Voilà, donc on est donc 90 collaborateurs, à peu près 45 millions de chiffre d'affaires. Donc on a aujourd'hui investi dans une plateforme qui est sur notre site à Nantes, hein, Innov Energy, une plateforme R&D qui nous permet de tester et valider les innovations technologiques sur ces différents CSR. On la met à disposition de nos clients pour faire des essais combustibles. Le client nous amène par Big Bag un certain nombre de volumes de combustible et on vient tester pour vérifier qu'on va être en mesure de valoriser ce déchet en combustion ou en gazéification.
Donc on a pu tester, on a à peu près fait une trentaine de campagnes d'essai maintenant, principalement sur du bois déchet et des CSR, donc combustibles solides de récupération, hein, ce qui sort des centres de tri, une fois la valorisation matière réalisée, sur des combustibles très très variables, étant donné qu'on va de 12 mégajoules jusqu'à 28 mégajoules par kilogramme, donc sur des choses plus ou moins carbonées, effectivement, mais des déchets qui sont pour l'instant enfouis. Si vous passez à l'étape d'après, la slide d'après. Donc, pour faire une présentation assez simple, on est sur une technologie en lit fluidisé qui peut travailler en lit fluidisé circulant ou bouillonnant, en gazéification ou en combustion. On est sur une gazéification à l'air. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on contrôle très très bien la combustion, étant donné qu'on est sur un système à lit fluidisé. On voit un petit peu les deux schémas à droite, hein, le lit fluidisé bouillonnant, donc on va mettre du sable en suspension et le combustible va tomber à l'intérieur de ce sable. Donc l'air qui arrive sous le sable va effectivement avoir une relation et un mélange optimum avec le combustible. Donc ça permet de réduire les airs qui rentrent et puis également d'optimiser effectivement la combustion et donc limiter la génération d'un certain nombre de polluants, notamment les NOx ou les CO. En fonction de la densité, on va travailler soit en lit fluidisé bouillonnant, hein, c'est le petit schéma à droite en haut, soit sur un lit fluidisé circulant, étant donné qu'on a sur des densités très très faibles des combustibles qui vont avoir tendance à s'envoler avant d'être brûlés quelque part. Bah là, on force via un système de cyclone à les refaire circuler à l'intérieur de la combustion pour s'assurer qu'on les a bien brûlés de manière ou gazéifiés de manière suffisante. Donc là, on va sortir effectivement en sortie de ce cyclone avec un syngas ou des fumées, suivant si on a les technologies, pour aller vers le cracker. Donc c'est la slide d'après. Donc le cracker, c'est quelque chose qui va être utilisé quand on fait on cherche à faire un syngas notamment refroidi. Si on fait un refroidissement de syngas, on a encore des chaînes goudronnées qui vont avoir tendance à se condenser en dessous de 450 degrés. Donc là, on va monter légèrement le syngas à une température au-dessus des 850 degrés, donc vers 1100, 1200 degrés, pour casser ces chaînes carbonées qui auraient tendance à se recondenser en dessous de 450 degrés, et pour pouvoir continuer de refroidir ce syngas jusqu'à des températures ambiantes, si c'est nécessaire, pour des utilisations qu'on va détailler après, mais pour la valorisation moteur ou pour éventuellement de la valorisation sur le réseau gaz existant en France, GRT ou Terega. Voilà. Donc, si on peut passer la slide d'après, là, on a sur cette installation un système de combustion directe. Donc là, on n'aurait pas besoin de faire de craquage parce qu'on peut brûler ce syngas directement à haute température. Mais voilà, l'intérêt sur cette plateforme était vraiment de tester les capacités, le taux de goudron qu'on retrouve en sortie du gazéifieur, le taux de goudron qu'on retrouve en sortie du craquage, pour s'assurer qu'effectivement, si on va le refroidir, on n'aura pas ces fameux problèmes de condensation et on pourra bien utiliser le syngas à basse température. Donc là, c'est une installation assez classique avec des chaudières de tubes d'eau, tubes de fumée, un filtre à manche pour piéger effectivement les émissions avant rejet à l'atmosphère. Donc si on passe sur un projet qui tourne aujourd'hui depuis juin 2016 dans une gazéification combustion, donc c'est chez un papetier aux Pays-Bas qui utilise du papier recyclé. Il avait 250 000 tonnes de papier recyclé. Grosso modo, ils ont 10% de déchets sur ces papiers-là, qu'on va appeler le refus de pulpeur, et qui pour l'instant étaient enfouis et partaient en enfouissement. Donc ils avaient le souhait effectivement de le valoriser directement sur leurs installations. Donc là, ils sont passés par une gazéification parce qu'il y a des subsides aux Pays-Bas pour pouvoir faire ce type de projet-là. C'est un peu les mêmes projets dont on entend parler en Angleterre quand on parle de gazéification. La plupart du temps, c'est une gazéification combustion en laissant le syngas à haute température à 850 degrés pour être brûlé directement et produire de la vapeur qui va soit alimenter l'industriel comme on est sur cette papeterie-là, soit éventuellement alimenter un cycle vapeur pour produire également de l'électricité en parallèle. Donc là, on a fait effectivement ce projet, ça a été signé en 2015, il a été mis en service en 2016, il est en opération sans problème avec le client. On travaille sur 3,5 tonnes de déchets, on est sur un PCI de 12 à 15 mégajoules, et on vient produire de la vapeur relativement basse pression, parce que les papetiers n'ont pas besoin de la vapeur haute pression, à 16 bars, 200 degrés.
Donc, on a 25 000 tonnes de déchets valorisés qui partent en enfouissement. On substitue du gaz à hauteur de 30%. Et globalement, pour le site et ce papetier-là, c'est une baisse des émissions de CO2 du site de 67%. Donc, on voit qu'il y a un réel intérêt. Et là, une installation qui est déjà en service depuis maintenant pratiquement 6 ou 7 ans. Si on peut passer à la slide d'après. Je vais quand même évoquer ce projet-là, mais je peux difficilement en parler. On a travaillé sur un démonstrateur industriel de gazéification sur valomoteur. Par contre, le projet a été arrêté avec la société d'exploitation en redressement judiciaire. Je l'évoque quand même parce que c'est un projet qui nous a permis de valider plusieurs briques technologiques entre le lit fluidisé, le craquage, le nettoyage du Syngaz pour arriver à un Syngaz froid qui est capable, avec une qualité qui permet d'être valorisé dans des moteurs à gaz. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui au regard de la situation, je dirais, judiciaire en cours, mais ça nous a permis effectivement de mettre en avant nos technologies et de confirmer effectivement qu'on sait faire du craquage et du nettoyage de Syngaz pour des utilisations, comme le disait Céline tout à l'heure, dans des fours, on va être toujours un petit peu embêté si on utilise du Syngaz à haute température parce qu'on ne l'aura pas nettoyé. Donc on va amener des polluants sur les produits qu'on va sécher par exemple. Si effectivement on commence à le nettoyer, effectivement on peut arriver sur des qualités de Syngaz qui sont proches en termes de propreté de celui du gaz naturel et donc qui peuvent être brûlés et mis en contact avec des produits asséchés sans problème. Voilà pour cette slide-là. Donc là, c'est différents projets R&D. Donc, sur la plateforme, on a vu tout à l'heure, je vous ai présenté donc, la partie gazéification et purification du Syngaz qu'on a sur notre site de Nantes. On a installé une méthanation biologique sur un projet Titan 5 qui est là pour effectivement transformer le Syngaz qui est composé de CO et d'hydrogène et de recoupler ce CO et d'hydrogène pour faire un CH4 et accessoirement de l'H2O de l'autre côté. CH4 qu'on a validé qu'on puisse l'injecter directement sur le réseau de gaz qui a une capacité effectivement de stockage qui est quand même très intéressante. On a tendance à dire que les énergies renouvelables ne sont pas très adaptées parce que difficilement stockables. Là, on a un réseau gaz quand même en France qui est très important et qui a une capacité de stockage importante. Donc, si on arrive à valoriser des déchets sous cette forme-là, ça serait vraiment une avancée assez considérable. Donc là, on est en phase d'essai en cours aujourd'hui. On aura les résultats des essais d'ici 1 an. Et on est associé donc à TerraWatt pour la partie méthanation biologique. Et GRT Gaz nous accompagne sur ce projet-là. Si on passe à la slide d'après. On est aussi également sur le projet Jupiter 1000. Donc là, toujours des essais en cours. Le projet Jupiter 1000 vient tester de la méthanation catalytique avec de l'électrolyse. Donc, c'est des excédents d'électricité éolien qui sont transformés par électrolyse en hydrogène. Il y a une partie de l'hydrogène qui va peut-être être injectée sur le réseau, mais une grande partie passe dans une méthanation et est couplée avec du CO2 pour faire du CH4 injectable sur le réseau. Donc nous, on participe dans ce projet-là avec une brique de captation de CO2 et on vient de capter ce CO2 sur un industriel de la plateforme de Fos-sur-Mer qui s'appelle Ascométal et on vient de le mettre au spec pour qu'il puisse être directement utilisé dans cette méthanation. Donc là, on est sur une méthanation catalytique au regard effectivement du peu de risque de polluants qu'on va retrouver sur le CO2 qu'on aura capté sur des fumées gaz en amont. Voilà sur ce slide-là. Donc là, on arrive sur un procédé sur lequel on a été invité par GRT à collaborer avec différents acteurs pour la gazéification hydrothermale. Donc là, on est sur la valorisation de déchets liquides pour le transformer en gaz. On fait le constat en France qu'il y a de plus en plus de liquides de type station d'épuration ou lixivia de méthanisation qui pour l'instant sont épandus principalement et qui vont se retrouver avoir des contraintes au niveau de l'épandage beaucoup plus importantes. Et donc, on a des technologies qui existent et on est en route pour mettre en place un démonstrateur à Saint-Nazaire de 2 tonneurs de boue de steppe pour transformer ce déchet liquide en gaz injectable sur le réseau de la même manière. Et nous, LLT, on est intégré pour assumer le développement de cette technologie de gazéification hydrothermale, le principe étant de monter l'eau à
une température et une pression pour arriver au stade critique, pour pouvoir séparer les différents éléments, et notamment les particules, et ressortir d'un côté avec de l'autre, et de l'autre côté avec un mélange de gaz, avec pas mal de CH4 et du CO2 et de l'hydrogène qu'on peut recombiner par une méthanation pour faire encore plus de CH4 si nécessaire, ou utiliser l'hydrogène directement. Voilà un petit peu, je crois qu'on est presque arrivé à la fin. Donc voilà, nous, le gaz renouvelable et les intérêts et les freins au développement. L'intérêt, c'est possibilité de valoriser de manière optimisée les déchets liquides et solides. C'est vrai que si on a ce fameux capacité de stockage des réseaux de gaz qu'on a en France, effectivement, on peut implanter les installations un petit peu en dehors, voilà, délocaliser la production de l'utilisation. Ça serait un vrai intérêt, parce qu'aujourd'hui, on a des contraintes pour installer des installations de combustion ou d'incinération de déchets à proximité directement des villes. Là, on pourrait se mettre un petit peu plus en retrait, à proximité directe d'une installation, d'une tuyauterie gaz. Voilà, s'affranchir aussi de trouver un besoin chaleur continu. Aujourd'hui, pour faire une valorisation de déchets et avoir un bon rendement, si on fait que de l'électricité, on va tourner autour de 24-25% d'efficacité. Donc la cogénération avec des industriels, effectivement, permet d'aller sur des rendements beaucoup plus intéressants, mais il est quand même difficile à monter au niveau financier, étant donné que engager un industriel, vu le CAPEX à investir sur 12 ou 15 ans avec les garanties qui vont enlever la chaleur, n'est pas simple. Voilà. Les freins au développement aujourd'hui, on a un manque de soutien en France pour les premiers démonstrateurs industriels. Ils sont importants pour tester le fonctionnement suivant la qualité des intrants, pour tester la performance, pour tester la disponibilité, les coûts d'exploitation. Il manque aujourd'hui sur certaines applications un tarif de rachat clair. Alors c'est vrai que la situation en Ukraine avec une variation du prix du gaz n'est pas forcément simple pour pouvoir effectivement légiférer sur ces points-là. Validation d'un cadre réglementaire, toutes les installations ne sont pas encore validées. Est-ce qu'on se rapproche de la combustion? Est-ce qu'on se rapproche de la méthanisation? Voilà. Et puis effectivement une classification de valorisation de déchets soumis à l'ETS, alors que ce n'est pas le cas en incinération. Quand on va valoriser du CSR aujourd'hui, vous allez être soumis à l'empreinte carbone, alors que si vous le faites en incinération ou en co-incinération, vous n'êtes pas soumis, comme dans d'autres pays de l'Union européenne, exemple l'Allemagne, qui effectivement fait qu'on n'est pas soumis sur ces sujets-là. Voilà. Je vous remercie de votre attention, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup Paul pour cette présentation. On a une question d'un participant. Donc c'est à propos du projet Jupiter 1000 qui demande donc comment est réalisée la partie captage CO2 chez Ascométal. Donc on est sur une technologie membranaire, effectivement, et on vient prélever une partie des fumées avec une efficacité relativement haute, à 95% d'efficacité de prélèvement, avec une réflexion pour optimiser l'énergie nécessaire pour la prélever. Donc il n'y a pas de problème. Si vous voulez plus d'échanges là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse vous répondre de manière plus détaillée. Sachant que c'est déjà une installation qui avait été testée à la CPCU, donc au chauffage urbain de Paris, à Saint-Ouen, sur des installations gaz, et qui avait donné toutes les réussites espérées. Donc on continue sur ces installations-là. Aujourd'hui, on reste sur une technologie innovante et pas encore commercialisable sur des tailles classiques qu'on recherche au niveau des industries, étant donné que ces installations, pour l'instant, font 50 kg/h. On espère effectivement dans les prochains mois ou prochaines années avoir des projets qui nous permettent de vérifier que les systèmes membranaires sont capables de s'adapter pour des tailles beaucoup plus importantes, de type 2 à 4 tonneurs de captation de CO2. Très bien, merci beaucoup Paul. On va tout de suite passer à la prochaine intervention. N'hésitez pas peut-être à laisser vos coordonnées si vous voulez pour que les gens puissent vous contacter directement dans le chat. Voilà. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Loïc Antoine, donc de l'ADEME. Et vous allez nous présenter, Loïc, quelle place des gaz décarbonés justement dans les scénarios transition 2050. Oui, bonjour. Alors, par rapport aux deux précédentes présentations, finalement, là, on va se projeter en 2050. Je vais vous présenter les scénarios de transition 2050 qui ont été travaillés et présentés à l'ADEME en fin d'année dernière. Si on pouvait passer au slide suivant. Alors, cet exercice, en fait, c'est
Encore le slide suivant. Bon, je vais passer assez vite sur celui-là. Dans les récits, finalement, on s'est un peu basé, comme pour le GIEC, en rédigeant 4 scénarios différents qui décrivent des chemins socio-économiques qui sont adaptés à la France métropolitaine, mais qui vont essayer d'atteindre la neutralité carbone avec des leviers différents. Et on en a un 5e qui est le scénario tendanciel, que je présenterai très peu, parce que finalement, il ne vise pas du tout la neutralité carbone, il est sur les tendances actuelles. Et l'objectif de ces travaux prospectifs, c'est essayer de construire des scénarios qui ont une cohérence interne, scénario par scénario, et qui essayent d'illustrer le champ du possible et les différents chemins avec lesquels on peut arriver à une neutralité carbone. Alors, pour faire assez simple, je vous les décris parce que finalement, ils seront assez importants dans les orientations gaz au sens large, c'est-à-dire gaz naturel ou méthane et hydrogène. Alors, les scénarios S1 et S2 sont plutôt axés sur des leviers de sobriété, beaucoup moins sur le S3 S4 qui sont orientés plutôt des leviers technologiques. Donc, sur le scénario S1, on est plutôt à changer les modes de vie et les modes de consommation, avec par exemple beaucoup moins de consommation de viande. On divise par 3 la consommation de viande par rapport à maintenant, et beaucoup plus de consommation d'alimentation bio. Beaucoup plus de mobilité de proximité et des consommations de proximité. Donc, on est vraiment sur du plutôt low-tech et made in France. Bon. Le S2, lui, on est plutôt sur des solutions pragmatiques et avec une alimentation qui se transforme aussi, mais beaucoup moins que sur le scénario S1. Mais la mise en place de circuits courts et la mutualisation d'équipements. Voilà, sur le S3, c'est plutôt un scénario où finalement on commence à avoir beaucoup de technologies avec une électrification de l'industrie assez importante, un recours à l'hydrogène assez important et je dirais, un recours à la biomasse énergie beaucoup plus importante que sur les scénarios S1, S2, où là, on était sur plutôt favoriser le puits carbone plutôt que favoriser les usages énergétiques de la biomasse. Et on commence à avoir recours à des solutions de capture et stockage du CO2 pour pouvoir remédier finalement et arriver à la neutralité carbone. Sur le scénario S4, là, on continue sur nos trains de vie actuels. On exploite assez fortement la biomasse et on se base énormément sur la technologie du CCS, donc captage de CO2 dans l'industrie, et en même temps du DAC, c'est-à-dire la capture du CO2 dans l'air, pour arriver à la neutralité carbone. Donc maintenant, je t'ai donné l'esprit des scénarios, je vais faire des focus sur le gaz tout d'abord et après sur l'hydrogène. Alors sur le gaz, dans les différents scénarios, finalement, on a regardé un équilibre entre offre et demande de gaz qui circule dans les réseaux. C'est un point important, c'est que finalement, on a fait une approche assez macro, c'est-à-dire moyen de production de gaz décarboné et usage de gaz en passant par les réseaux. On n'a pas regardé les consommateurs, les liens directs qu'il peut y avoir entre un producteur de gaz décarboné et un industriel. On est vraiment resté en se servant du réseau de gaz pour transporter ces gaz. Donc là, on est sur du méthane transporté et consommé par l'industrie essentiellement. Donc, les scénarios S1 et S2, comme je vous l'ai mentionné, ils sont fortement orientés par la sobriété et l'efficacité énergétique. Donc, on a une consommation de gaz qui descend fortement, qui favorise sa décarbonation. On est sur des scénarios fortement décarbonés. Le scénario S3, lui, est un peu moins sobre, mais a recours finalement à beaucoup de moyens de décarbonation du gaz qui lui permettent d'avoir un gaz fortement décarboné.
à l'opposé finalement de ces scénarios, on a le scénario S3 qui finalement a une consommation de gaz assez importante, très peu de moyens de décarbonation du gaz, vous le verrez tout à l'heure, et des recours assez forcés à des moyens technologiques pour finalement remédier aux émissions globales de gaz à effet de serre, que sont le CCS, le BECS et le DAX. Finalement, CCS, c'est captage du CO2, le BECS, c'est des émissions négatives, c'est-à-dire qu'on va capter du CO2 biogénique, et le DAX, c'est du CO2 dans l'atmosphère. Donc là, voilà, on est sur un scénario très technologique. Donc maintenant, sur les voies de décarbonation du gaz, finalement, elles diffèrent d'un scénario à l'autre, mais on a regardé finalement on s'est concentré sur 3 technologies. Donc, la principale, c'est la méthanisation, qui finalement est présente dans tous les scénarios, à des valeurs plus ou moins différentes, étant donné qu'on a des changements d'alimentation, donc plus ou moins d'élevage en fonction des scénarios. Ensuite, la pyrogasification est présente dans les scénarios où finalement on a des ressources disponibles, donc essentiellement dans le S3 et le S4, beaucoup moins dans le S2 et pas du tout dans le S1 où finalement on a peu d'usage de la biomasse, peu de biomasse disponible et quasiment pas, ou on va dire pas du tout, de CSR disponible. Et enfin, la filière Power to Gas, qui vient compléter cette offre de décarbonation qui est présente sur les scénarios S1, S2, S3 et qui n'est plus présente sur le scénario S4, étant donné qu'il y a une compétition avec la technologie du DAX, qui est plus efficiente en termes de décarbonation que l'option de Power to Gas. Et au final, on vient compléter ce gaz décarboné dans le S4 par des importations de gaz décarboné renouvelable. Voilà, si on peut passer, voilà, ça d'après, c'est finalement quand on décompose le mix gaz à horizon 2050, on a un gros pilier de méthanisation qui vient décarboner ce gaz entre 94 TWh et 128 TWh, qui est à l'heure actuelle la solution la plus mature et sur laquelle il n'y a pas de conflit d'usage soit sur, comme pour la pyro, comme sur les CSR ou la ressource biomasse, ou sur le Portugaz avec les ressources électriques. Et donc, on est vraiment sur une filière qui est de base dans tous les scénarios de est vraiment importante et sur laquelle on vient compléter finalement l'offre de décarbonation de gaz par de la pyro sur les scénarios plutôt S3, S4, un tout petit peu S2 et du power to gas sur les scénarios S1, S2, S3. Alors maintenant sur le volet hydrogène où finalement ça va être assez rapide, finalement, pour les usages de l'hydrogène, alors un point important quand même, c'est qu'on a écarté certains usages de l'hydrogène et je pense que je vais passer un peu plus de temps dessus, c'est la combustion d'hydrogène dans l'industrie. Finalement, il y a une présentation qui a montré que ça pouvait être faisable, mais là on est vraiment, quand on parle combustion dans nos scénarios prospectifs, c'est de la combustion à 100%. Et on voit très bien qu'à l'heure actuelle, il y a des projets de démonstrateurs pour évaluer l'impact de cette combustion pure d'hydrogène, que ce soit sur les réfractaires ou que ce soit sur la qualité des produits finis. Et en même temps, il persiste des questions sur les émissions de NOx. Voilà. Devant toutes ces incertitudes, on n'a pas voulu mettre cette combustion dans notre réflexion prospective, même si c'est clairement une filière sur laquelle il peut y avoir du sens, mais voilà, on attend des retours d'expérience pour vraiment se forger un avis. Et le second usage de l'hydrogène qui a été écarté, c'est l'injection d'hydrogène dans les réseaux de gaz, où finalement, alors là, sur l'injection d'hydrogène, on est limité à 20% en volume, c'est 7% en énergie. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces 7% en énergie, ça ne présente pas grand-chose dans un objectif neutralité carbone. Et là, il faut revenir à l'esprit des scénarios, c'est qu'on vise la neutralité carbone et que décarboner 7% du gaz, c'est très peu
dans cette optique, sachant qu'en plus, quand on injecte assez fort taux d'hydrogène dans les réseaux de gaz, c'est-à-dire 20% en volume, on a des impacts à prendre en compte sur des équipements chez les consommateurs finaux. Par exemple, pour les réservoirs de gaz dans la mobilité, donc GNV, il faut changer ces réservoirs. Il y a peut-être des compteurs à changer ou des équipements chez certains industriels. Et ça peut aussi avoir des impacts sur les capacités de stockage de gaz en cavité saline ou en aquifère. Donc, clairement, ça peut poser des questions sur des équipements. Il peut y avoir des coûts de changement des équipements. C'est pour ça qu'on l'a écarté et que cette solution, elle fait un petit peu moins de sens aussi. Voilà, pour ces raisons-là, c'est que il y a des limitations et que ces limitations en font une moins bonne solution dans cette optique neutralité carbone. Je vais passer assez vite sur les usages de l'hydrogène, mais finalement, clairement, on a des usages qui se développent fortement dans l'industrie. Alors, avec les cas particuliers des scénarios S1 ou S4 où on reste sur des usages du gaz pour faire de l'hydrogène. Dans le S1, c'est parce qu'on a un scénario qui est plutôt low-tech et sur lequel on n'a pas un fort développement des électrolyseurs et on se base sur les technologies actuelles pour alimenter l'industrie avec un gaz fortement décarboné. Et le S4, où finalement, là, on a recours aux technologies de CCS pour décarboner ces usages de production d'hydrogène. Et des fortes émergences des filières énergie, c'est-à-dire port to gaz et port to liquide, qui sont assez présentes dans les différents scénarios. Et si on peut passer au slide d'après sur les résultats, c'est ce qu'on voit, c'est que dans notre exercice prospectif, c'est que les usages de l'hydrogène vont augmenter, quels que soient les scénarios, par rapport aux valeurs de 2019 et même au scénario tendanciel. On a vraiment des usages qui vont apparaître. Après, la vraie question, c'est dans quel usage? Parce que finalement, on voit qu'en fonction des scénarios, ce n'est pas forcément les mêmes usages qui vont tirer la consommation d'hydrogène. Donc, ça reste une incertitude, mais on sait que finalement, il y aura des volumes d'hydrogène. Ils ne seront pas forcément en combustion. Tout à l'heure, il était mentionné la sidérurgie. On voit très bien que voilà, ça peut être dans l'industrie un élément qui vient augmenter les consommations d'hydrogène. On est entre 10 et 15 TWh sur les scénarios S2, S3. Mais finalement, il peut y avoir d'autres filières comme par exemple les filières méthanol ou les filières power to liquide ou power to gas qui viennent aussi augmenter ces consommations. Donc voilà, sur l'hydrogène qui devient finalement un incontournable, mais avec beaucoup de questions. Et voilà, si vous avez des questions sur cette présentation, je pourrais y répondre. Merci beaucoup, Loïc. Moi, j'ai peut-être juste une question. Enfin, vous avez quand même pris des hypothèses relativement fortes sur, en tout cas, ce qui est considéré et ce qui n'est pas considéré. Et on voit même par rapport aux interventions qu'on a eues avant, où les choix ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce qu'il est prévu à un moment donné de peut-être mettre à jour ce travail de prospectif en fonction peut-être de résultats, de démonstrateurs qui arriveraient? Voilà, est-ce qu'il y a ce type de travail qui est prévu à un moment donné? Alors, je dirais que je pense que c'est possible, mais ça ne sera pas sous un délai d'1 an. Parce Oui. que ce qu'il faut voir, c'est que c'est un exercice assez complexe où finalement, on regarde le flux, par exemple, de biomasse, où il y a 120 types de biomasse qui sont regardés. On regarde les données sur le bâtiment, la mobilité. Et finalement, c'est un chantier assez colossal où il y a plus d'une trentaine de personnes qui ont travaillé à l'ADEME pendant plus d'1 an et demi. Donc, ça demande un effort assez important de modélisation et de, de cohérence des hypothèses en fait, pour les différents scénarios. D'accord, très bien. Bon, peut-être dans un horizon de temps un peu plus long, ça pourrait être intéressant. Merci beaucoup Loïc pour cette présentation. Je pense pareil que pour les autres intervenants, hein, si parmi les participants vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat et même nous par la suite, on peut aussi faire le lien et faciliter les échanges. On va tout de suite passer à la partie conclusion
de ce webinaire. Donc Céline, je te relaisse prendre la parole pour conclure. Voilà. Merci Elisa. Donc en quelques minutes, ce qu'il y a à retenir de ce webinaire et des différentes interventions, donc déjà, c'est que l'utilisation des gaz décarbonés dans les procédés industriels fait déjà l'objet de retours d'expérience. Donc on a eu là par exemple le retour de cette papeterie aux Pays-Bas qui utilise ces déchets du papier recyclé pour en faire du gaz de synthèse qui est ensuite utilisé chaud pour produire de la vapeur. Donc c'est des choses qui, là par exemple, c'est un projet qui a 6 ans, donc c'est des choses qui existent déjà à différents niveaux, bien sûr, de maturité suivant les gaz et suivant les procédés, mais on ne part pas de zéro, en tout cas, sur ces questions-là. Deuxième chose à retenir aussi, et donc on vient de le voir avec l'intervention de Loïc de l'ADEME, c'est que finalement tous les scénarios tendent globalement vers une augmentation des consommations de gaz décarboné dans l'industrie. Quand on regardait les 4 scénarios S1 à S4 par rapport au tendanciel, on a une augmentation d'utilisation de ces gaz décarbonés avec bien sûr quelques questions sur certains usages précis et certains types de gaz. Mais à la fois la méthanisation et donc biogaz, biométhane sera un pilier de la décarbonation du gaz et l'hydrogène aussi sera incontournable donc dans tous les scénarios, notamment pour l'industrie, vers où il est fléché, entre autres. À retenir aussi donc sur les quelques secteurs qui ont fait le focus de l'étude et notamment circuit et sidérurgie, donc qui vont avoir où les gaz décarbonés auront une place privilégiée. Donc on l'a vu par exemple ici sur un exemple en sidérurgie où l'hydrogène en mélange peut déjà être utilisé dans ce secteur en particulier et les demandes augmentent pour pouvoir l'utiliser en mélange ou un jour pur dans les procédés en sidérurgie. Et puis, enfin, si on doit résumer et ouvrir un peu sur les conclusions de cette étude, finalement, donc, en priorité, tout ce qui est gaz injecté sur le réseau vont pouvoir se développer facilement sans enjeu technique, mais avec un coût plus élevé, puisque forcément, il faut les épurer, les nettoyer et les mettre aux spécificités du réseau. Les projets de biogaz, syngaz et hydrogène local auront peut-être des contraintes techniques un peu plus fortes, mais continuent quand même de se développer à une échelle peut-être plus locale et avec des synergies peut-être aussi plus intéressantes. Donc finalement, la place de chacun de ces gaz va à la fois dépendre des usages industriels, des filières, de l'évolution aussi des quantités de volume disponibles. Ça, c'est toujours un peu la boule de cristal de savoir combien de volume on aura à l'avenir. Et des choix technologiques qui seront faits entre aussi les différents usages de ces gaz-là dans les différents secteurs économiques. Et puis à noter aussi que donc de nombreuses études et pilotes vont pouvoir apporter des éléments plus techniques de réponse suite aux différents pilotes et démonstrateurs qui vont se déployer dans les années à venir. Merci beaucoup Céline. Bon, on va pas forcément reprendre de questions tout de suite, mais je pense qu'on a bien synthétisé à la fois les principaux enseignements de l'étude et puis les différentes interventions qu'on a pu voir. Peut-être juste pour avoir le mot de la fin. Donc je vous rappelle que ce webinaire faisait partie d'une série à la fois électrification et gaz décarboné qu'on a organisé au sein d'Alice pour vous présenter aussi les principaux enseignements de ces études qui font toutes les deux l'objet de synthèse publiques qui sont disponibles sur notre site et parce que ce sont des études qui ont été réalisées dans le cadre des travaux d'Alice, mais qui ont bénéficié d'un soutien particulier de l'ADEME, d'où cette valorisation. Le webinaire sera également disponible en replay, donc si vous voulez le revoir, le partager, etc., n'hésitez pas. Et peut-être pour les prochains rendez-vous, donc on organise le forum FIRE, donc en partenariat avec le CETIAT. Ça sera le 20 septembre prochain à Lyon, à la Cité des Congrès, et donc avec une 9e édition qui sera dédiée à la valorisation de la chaleur fatale. C'est les derniers jours pour vous inscrire avec le petit code de réduction si vous voulez. Et puis la rencontre hydrogène, combustion de l'hydrogène dont Sébastien nous a parlé, qui aura lieu le 13 octobre prochain en région parisienne. C'est pareil, vous avez toutes les infos sur notre site web. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et puis qui ont tenu jusque-là. N'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez un peu plus d'éléments sur ce sujet ou sur tout autre sujet sur lequel on peut travailler ensemble. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci encore, merci aux intervenants et à bientôt. Au revoir.